La furie des djihadistes contre l'armée au Burkina Faso. 3 soldats ont perdu la vie ce jeudi dans des attaques. Les assaillants ont emporté du matériel militaire. Au Mozambique, 18 observateurs électoraux retenus toujours en prison. Il leur est reproché d'avoir fait usage d'accréditations falsifiées. Les ONG demandent leur libération. Et puis, en RDC, 50 000 personnes sont à la recherche d'abri. Conséquence des inondations le long du fleuve Congo, le gouvernement décrète l'état de catastrophe naturelle. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction le Burkina Faso, où des soldats ont encore perdu la vie. Ils sont au total 3 à avoir été abattus ce jeudi au cours de 2 attaques quasi simultanées dans les localités situées dans le nord du pays. Les assaillants ont emporté des motocyclettes, et un pick-up après ces attaques. Tôt ce jeudi matin, des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Kelbo, dans le nord du Burkina Faso. 2 soldats ont été tués au cours de cette attaque, selon une source sécuritaire. Quasiment au même moment, un autre groupe armé a attaqué le détachement de Namissigima, toujours dans le nord du Burkina Faso, où un autre soldat a été également tué. Des motocyclettes et un pick-up ont été volés par les assaillants après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. Une opération de ratissage menée par les soldats appartenant aux forces de sécurisation du Nord était toujours en cours cet après-midi de jeudi. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis 2015 et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU. En ce mois de novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué 50 djihadistes lors de plusieurs opérations. Pour tenter de faire face à ces attaques récurrentes, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a appelé début novembre à la mobilisation générale contre le terrorisme et annoncé le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. Et en République démocratique du Congo, 7 miliciens Maï-Maï sont tués dans le pays. L'armée congolaise qui a donc fait cette annonce jeudi a indiqué que les intéressés avaient attaqué ses positions dans 2 villages. L'assaut contre les miliciens Maï-Maï Ngumino a eu lieu dans une zone en proie à des conflits interethniques de l'Est de la République démocratique du Congo. 7 parmi eux sont tombés sous les balles de l'armée congolaise. En effet, un groupe de miliciens a attaqué le 19 novembre les positions des forces armées de la RDC dans des villages à plus de 50 km au nord de Minembwe, dans le territoire de Fizi. Une information confirmée par le porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu. Le terme générique Maï-Maï désigne des miliciens constitués sur une base communautaire et dont les actions vont de la défense des intérêts communautaires à la grande criminalité. Depuis mai, Minembwe est le théâtre de violences entre des membres de la communauté locale rwandophone, éleveurs, et ceux des communautés Bafulero, Babembe, Banyendou, cultivateurs. Les différents fonciers liés à la gestion des pâturages et des champs sont à l'origine de ces violences. En octobre, 90 incidents ayant entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes ont été recensés par la mission de l'ONU en RDC. Le Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme a mis en garde tous les protagonistes du conflit à Minembwe, rappelant que l'incitation à la haine est un crime qui peut donner lieu à des poursuites au niveau national ou international. En Guinée-Bissau, la campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche prochain s'achève dans l'ensemble dans une ambiance bon enfant à quelques jours de la tenue du scrutin. Le candidat du PAIGC, principal rival du président sortant, se veut rassurant quant à l'issue du vote. Domingos Simões Pereira est au micro de Claire Stéphane Sacramento. La commission électorale indépendante a proclamé que toutes les conditions matérielles sont réunies et la question de la sécurité est assurée. Donc tous les candidats sont en train de bâtir la campagne en toute liberté. Il n'y a pas raison que ce dimanche, l'échéance électorale ne se tienne pas.
Pour la population, c'est la fête. Et j'espère que tout le monde va contribuer pour que la fête s'aboutit à l'élection d'un président de la République pour faire le pays sortir du blocage où il se trouve aujourd'hui. Partout où on est allé, je trouve soit des paysans, soit des ménages, des enfants qui me parlent d'espoir, qui me disent que le manifeste que j'ai proposé est un d'espoir. Et je me dis que pour moi, c'est un compromis. Il y a une nouvelle Guinée-Bissau qui s'annonce, qui va être partie de cette Guinée-Bissau positive qui va faire l'orgueil de Bissau-Guinée. Même ceux qui sont convaincus d'aller voter contre moi, ils doivent aller. Ils doivent aller parce que c'est ça la démocratie. Il faut que les résultats soient l'expression de la volonté du peuple réuni, du peuple libre de le faire. Ceux qui restent à la maison parce qu'il a d'autres compromis, ça veut dire qu'il est en train de donner aux autres une délégation de compétences pour décider de sa propre vie. Maurice Kamto participera, lui, aux élections législatives du 9 février prochain au Cameroun. Le principal opposant à Paul Biya présentera des listes de candidatures à ce scrutin. Son parti, le Mouvement de Renaissance du Cameroun, le MRC, s'organise déjà à l'interne. Dans une circulaire signée cette semaine, Maurice Kamto annonce la création au sein de son Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, d'une commission en charge des investitures pour les élections municipales et législatives. Dans la note, le rival malheureux à la présidentielle de 2018 du président Paul Biya précise que cette commission, dont il assure la supervision des travaux, a pour mission de vérifier la qualité des listes et des dossiers des candidats de son parti. Elle a aussi pour rôle de faire des arbitrages en l'absence de consensus sur une liste de candidats. Jusqu'à présent, le MRC n'avait jamais dit qu'il ne participerait pas au scrutin, mais avant l'annonce il y a 10 jours de la date retenue du 9 février, le parti posait comme préalable aux élections le retour définitif de la paix dans les régions anglophones de l'ouest du pays, en proie à une violente crise séparatiste et l'adoption d'un système électoral consensuel. La réélection en octobre 2018 de Paul Biya, âgé de 86 ans, dont 37 au pouvoir, avait déclenché une grave crise politique. L'opposition, notamment le camp de Maurice Kamto, arrivait en deuxième position, lui contestant la victoire. Le MRC avait lancé des manifestations pacifiques au lendemain des résultats pour dénoncer un hold-up électoral. C'est à l'issue d'une de ces marches que Kamto et des dizaines de ses partisans avaient été arrêtés en janvier dernier. Il a été remis en liberté sur ordre du président Biya 9 mois plus tard, début octobre, notamment à la suite de pressions internationales, les États-Unis et la France en tête. Au Mozambique, une vingtaine d'ONG réclament la libération immédiate de 18 observateurs électoraux de l'opposition emprisonnés. Ils avaient été arrêtés le 15 octobre dernier lors du scrutin présidentiel. Les organisations de défense des droits de l'homme évoquent des conditions de détention inhumaines. Ces observateurs, tous membres du parti Nouvelle Démocratie, ont été interpellés dans la province de Gaza, au sud du pays. C'est dans cette région qu'une figure de la société civile, Anastasio Matavele, avait été tuée quelques jours avant les élections. Un responsable local de la police a été arrêté et inculpé pour son implication dans ce meurtre. Selon le parquet, les observateurs ont été arrêtés pour avoir arboré de fausses cartes d'accréditation. Ces individus sont poursuivis pour contrefaçon, un crime puni par la loi de 2 à 8 ans de prison, a expliqué le parquet. Le parti a catégoriquement démenti ces allégations, affirmant qu'ils avaient reçu une accréditation de la commission électorale. Ils sont actuellement détenus dans des conditions inhumaines dans des cellules surpeuplées d'un centre pénitentiaire, selon un communiqué de plusieurs ONG de Amnesty International. Un porte-parole de Nouvelle Démocratie a pour sa part déploré des persécutions politiques. L'incarcération de ses partisans envoie le message clair qu'il est interdit d'être membre d'un autre parti, que le parti au pouvoir a regretté un observateur. Le scrutin du 15 mars a été remporté par le Frélimo, le parti au pouvoir depuis 1975, et son chef, le président sortant, Philippe Nyusi, réélu. Et la société civile locale et des observateurs étrangers ont pointé du doigt de nombreuses irrégularités. Les inondations dites que leur loi en République démocratique du Congo, au moins 50 000 personnes ont été sinistrées le long du fleuve Congo, ce qui a conduit le gouvernement à décréter l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire.
Les inondations ont été provoquées par de fortes pluies. Les localités les plus impactées, celles situées le long du fleuve Congo, sont submergées. D'après les données collectées par le ministère en charge de l'action humanitaire au Congo-Brazzaville, environ 50 000 personnes sont en état de détresse. Ces inondations ont occasionné des pertes en vies humaines sans que les autorités ne précisent combien, ainsi que des dégâts matériels importants. Le dernier Conseil des ministres s'est penché sur la question. Le quotidien pro-gouvernemental, Les Dépêches de Brazzaville, dans sa parution de jeudi, a fait état de 3 morts à la suite de pluies ces derniers jours dans la seule capitale. La situation a engendré la recrudescence de certaines maladies. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire dans plusieurs départements. Au nord-ouest de la République démocratique du Congo voisine, les autorités et les humanitaires ont annoncé le lancement ce vendredi d'interventions massives au profit de 300 000 personnes sinistrées par les inondations provoquées par la crue de la rivière, Ubangui et des pluies. Les deux Congos vivent depuis début octobre la grande saison des pluies qui ne connaîtra de répit que fin décembre, selon les précisions des autorités de ces deux pays. En Thaïlande à présent, la prostitution des femmes et des enfants fait ravage dans le pays. Une situation qu'a déploré ce jeudi le pape François. Le souverain pontife étant tourné dans l'Asie du Sud, il a déploré au cours d'une messe qui a rassemblé 60 000 personnes. La communauté catholique de Thaïlande, très confidentielle, n'avait pas vu de pape sur ces terres depuis Jean-Paul II en 1984. En début de sa visite, devant les autorités politiques et civiles du pays, Georges Bergoglio avait déjà appelé à protéger la dignité des enfants. Des dizaines de milliers d'enfants sont notamment exploités via webcam, tout particulièrement aux Philippines, mais aussi en Indonésie, au Cambodge et en Thaïlande. Le pays compterait plusieurs centaines de milliers de prostituées, hommes et femmes, une pratique extrêmement répandue mais officiellement illégale. Je pense en particulier à ces enfants et à ces femmes exposés à la prostitution, à la traite, défigurés dans leur dignité la plus authentique, à ces jeunes esclaves de la drogue et de l'insouciance qui finit par obscurcir leur regard et par brûler leurs rêves. Je pense aux migrants privés de leur foyer et de leur famille, ainsi qu'à tant d'autres qui, comme eux, peuvent se sentir abandonnés, orphelins, oubliés. Ils font partie de notre famille. Ils sont nos mères et nos frères. Ne privons pas nos communautés de leur visage, de leurs blessures, de leur sourire et de leur vie. Et ne privons pas leurs blessures de l'onction miséricordieuse de l'amour de Dieu. L'Asie du Sud-Est compte encore de nombreux cas d'exploitation sexuelle des plus jeunes. Les catholiques ont afflué de nombreux pays voisins pour assister à la messe. Le pape François reste jusqu'à samedi en Thaïlande, puis il s'envolera vers le Japon, une deuxième étape beaucoup plus politique, puisqu'il se rendra à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est sur cette visite du souverain pontife que nous refermons ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.